Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr pour un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Grèze. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et Innovation chez Linkcity. Absolument. Merci de participer à cette émission avec nous. Émission que l'on enregistre dans le cadre du CIPCA qui se tient au Grand Palais à Paris. Linkcity qui affiche une forte présence cette année au CIPCA. Quelles sont les actualités majeures que vous avez décidé de mettre en avant à l'occasion de ce salon justement ? Alors, nous avons décidé de mettre en avant à la fois des actualités liées à des projets majeurs, où on a fait un effort très important de décarbonation. Je pense notamment au projet 2001, le premier bâtiment de grande hauteur qui se trouve à la Défense, enfin qui va se trouver à la Défense, qui sera le premier immeuble de grande hauteur bas carbone, qui va viser les seuils de la réglementation environnementale 2025. Voilà, toute cette dimension de décarbonation, bien sûr, fait partie de l'actualité. On a d'autres projets qui vont être présentés sur notre stand. Et puis, le deuxième grand sujet qu'on va aborder lors de ce CIPCA, c'est le sujet de la résilience face au changement climatique et comment nos projets peuvent intégrer cette dimension et se projeter sur un climat à 2050, à 2080, puisqu'on construit au moins pour 50 ans. Donc évidemment, il faut construire pour le climat d'aujourd'hui, mais aussi pour le climat de demain qui malheureusement va encore se dégrader. On va en parler, si vous le voulez bien, dans un instant de cette résilience. Justement, face à ce dérèglement climatique que l'on connaît aujourd'hui, comment Linkcity intègre cette résilience dans ses projets urbains et immobiliers ? Alors, la première action qu'on a décidé de mettre en place, déjà, c'est d'avoir un diagnostic systématique de l'exposition aux risques climatiques de nos opérations, à minima à 2050. Oui. Et donc, pour pouvoir ensuite, face aux aléas climatiques qui auront été identifiés, de pouvoir mettre en place des solutions adaptées. Et ces solutions, elles sont de deux grandes natures. Il y a des solutions bâtimentaires. Donc, on va travailler sur les occultations, l'architecture bioclimatique, l'albédo, des façades, des toitures végétalisées, etc. On a quand même pas mal de solutions qui sont connues aujourd'hui et qu'on met en place dans nos opérations. Bien sûr. Et puis, la deuxième famille de solutions, c'est plutôt des solutions qui sont liées aux espaces extérieurs des bâtiments et qui sont des solutions, ce qu'on appelle fondées sur la nature. Donc, où on va rétablir un écosystème le plus naturel possible dans ces espaces extérieurs, en désimperméabilisant les sols le plus possible, en végétalisant et en recréant un cycle naturel de l'eau. Et c'est ce type d'action qu'on essaie aussi de pousser parce que ces solutions fondées sur la nature, elles ont aussi l'avantage d'être plus sobres en carbone et d'être plus résilientes. Par exemple, si on compare ce qu'on appelle un jardin de pluie, qui est un jardin qui va pouvoir absorber des très fortes précipitations, comparé à un bassin de rétention en béton qui est construit aujourd'hui pour des précipitations d'aujourd'hui, mais qui ne s'adaptera pas aux précipitations de demain beaucoup plus violentes, on voit que c'est beaucoup moins résilient que d'avoir des systèmes qui absorbent naturellement l'eau et qui pourront s'adapter. Toutes ces actions envers la biodiversité, le développement également de jardins dans les villes, c'est devenu vital aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut encore bien l'expliquer, bien le faire comprendre, que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est vital puisque on voit il y a un certain nombre d'initiatives autour de nos villes à 50 degrés, comment va-t-on pouvoir vivre dans ces villes, et donc lutter contre les îlots de chaleur urbains, c'est quelque chose d'essentiel. Cette végétalisation, elle est indispensable pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Il y a vraiment plusieurs degrés d'écart entre des espaces qui vont être végétalisés avec des arbres de grande hauteur et des surfaces totalement minéralisées. Toutes les études nous le montrent. Et d'ailleurs, on a un projet très intéressant de ce point de vue-là qu'on a réalisé à Dijon. Oui. Le projet Bruges 2, donc c'était une friche urbaine qu'on va transformer en quartier. Et donc, pour identifier les problématiques de création d'îlots de chaleur, on a fait des modélisations
sur la base du plan masse pour modéliser ces créations d'îlots de chaleur. Et on a retravaillé en fait le plan masse avec l'urbaniste et le bureau d'études qui a fait cette étude pour éviter de créer ces îlots de chaleur. Donc dès le démarrage, dès la conception du plan masse, et donc ça nous a amené à réintroduire davantage de pleine terre, du coup à densifier un peu certains bâtiments. On avait prévu des maisons individuelles dans ce quartier. En fait, il n'y en aura pas et on a mis un ou deux étages de plus sur des immeubles collectifs. Mais du coup, ça nous a permis de libérer de la place au sol pour de la végétalisation, de végétaliser beaucoup plus nos cœurs d'îlots avec des arbres de grande hauteur qui ont un rôle d'évapotranspiration beaucoup plus efficace, et puis de remettre aussi l'eau au centre de ce projet. C'était aussi une manière de travailler sur le risque d'inondation, puisque sur ce terrain, il y avait un cours d'eau qui avait été enterré par l'urbanisation, et donc on l'a remis à ciel ouvert, donc c'est réapproprié l'eau finalement sur ce quartier. Donc on a aussi végétalisé, on végétalise les berges de ce rue qui est réouvert, et le quartier est conçu pour pouvoir justement absorber des crues, enfin la crue décennale, une crue décennale, et donc pouvoir ne pas perturber la vie des habitants, tout en sachant qu'il y a certains moments où une partie du quartier pourra être inondée, mais le quartier a été conçu pour que justement ça ne vienne pas impacter les logements. Quand on aborde des sujets aussi concrets que cela, l'eau notamment que vous évoquez, c'est plus facile, j'imagine, de faire passer la chose auprès des élus, parce que vous transformez carrément les villes. C'est la ville de demain. Est-ce qu'on vous écoute dans les territoires, les responsables territoriaux? Est-ce qu'ils vous entendent? Ah oui, absolument. Et je crois que c'est une vraie préoccupation des élus, finalement, la future habitabilité de leur territoire. Et notamment dans l'exemple que je vous cite à Dijon, la métropole de Dijon, la ville de Dijon était totalement partie prenante de ce projet, et avec la volonté d'en faire un projet démonstrateur de la résilience climatique, à la fois sur la gestion de l'eau, sur les îlots de chaleur, sur la résilience alimentaire aussi d'ailleurs. Et donc, nous, notre vision, c'est qu'il faut qu'on travaille aux côtés des collectivités sur ces sujets-là, puisque ces solutions d'adaptation, elles ne peuvent pas se penser parcelle par parcelle, simplement, mais dans une vision territoriale. Et elles auront d'autant plus d'impact que acteurs publics et privés travaillent main dans la main pour pouvoir recréer ces îlots de fraîcheur en ville, désimperméabiliser au maximum. Et effectivement, cette collaboration publique-privée, elle est essentielle. Alors, comme tout le monde, vous avez chez Linkcity bien sûr des objectifs pour atteindre justement le zéro carbone. Quelles sont les solutions que vous mettez en place concrètement ? Alors, concrètement, les solutions sur lesquelles on travaille, cette fois-ci, on n'est plus sur l'adaptation, mais plutôt sur l'atténuation du changement climatique. Oui. Il y a plusieurs grands leviers. Le premier, c'est déjà de mettre en œuvre le moins de matériaux possible, donc travailler sur la compacité des bâtiments, intégrer des matériaux moins carbonés, donc bien sûr les matériaux biosourcés, mais aussi on travaille beaucoup sur le béton bas carbone. Donc voilà, c'est souvent dans nos opérations un mix béton et matériaux biosourcés, et puis beaucoup aussi le réemploi de matériaux. Donc on essaie d'utiliser de plus en plus des matériaux qui ont eu une première vie et qui du coup sont beaucoup moins carbonés, puisque notamment dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, un matériau de réemploi compte 0 en poids carbone, et donc c'est aussi un levier très important pour nous, l'économie circulaire finalement, dans ces objectifs de décarbonation. Chez Linkcity, le logement social est majoritaire dans les bâtiments construits. Comment vous intégrez la dimension sociale au-delà de l'enjeu environnemental ? Alors au-delà, pour moi, les deux sont quand même très liés, puisque cette dimension sociale, notamment quand on parle d'adaptation, c'est aussi pour que les logements sociaux qu'on construit pour nos bailleurs sociaux soient toujours habitables par les habitants. Donc les deux, environnement et social, sont quand même très liés. Et puis, on expérimente aussi des types de logements particuliers, comme des colocations, par exemple, pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des colocations entre personnes âgées, des résidences seniors nouvelle génération. Avec du service, avec du service, mais avec beaucoup plus d'espaces mutualisés. Donc, on teste pas mal
de formes de logements sociaux qui vont s'adresser à différents types de populations. Et ça, toujours avec des partenaires qui ont cette connaissance des besoins particuliers de ce public. Je parlais d'Alzheimer, mais on peut parler aussi de handicap. Et donc, on essaie d'intégrer, quand on le peut, ce type de programme aussi dans nos opérations. Chez Link City, quelle priorité vous vous fixez sur le bas carbone, bien sûr d'ici 2030, pour continuer à accélérer la transformation écologique et sociale de vos opérations? Alors donc on s'est fixé une trajectoire carbone à 2030. Donc notre objectif c'est de réduire de 40% les émissions de CO2 sur nos opérations d'ici 2030. Et donc on a à la fois des objectifs de part d'opération en construction bois pour arriver à atteindre cet objectif. Donc on vise d'avoir 50% de nos opérations en construction bois en 2030. On se fixe aussi l'objectif d'avoir 100% de nos opérations qui fassent du réemploi de matériaux. Et puis d'avoir 100% de nos opérations qui anticipent les seuils suivants de la réglementation environnementale 2020. Donc voilà, c'est un peu les grands objectifs qu'on donne à nos équipes pour qu'ils réalisent des projets qui soient vraiment exemplaires sur le plan carbone. Pour terminer sur un aspect peut-être un peu plus personnel, Christine, vous qui êtes donc directrice RSE Innovation chez Link City, quel regard vous portez, vous en parlez avec beaucoup de passion et c'est très intéressant de vous écouter, quel regard vous portez justement sur toutes ces actions, sur cette période de transition? On peut dire ça, on peut dire qu'on est en train de vivre une période de transition en ce moment? Oui, on peut dire qu'on est en train de vivre une période de transition, ça c'est certain. L'immobilier s'est beaucoup transformé et on le voit bien aujourd'hui pour tous les investisseurs. Investir dans une opération bas carbone, c'est un peu un incontournable. C'est un sujet qu'ils regardent bien évidemment. Je pense que l'adaptation va aussi être un sujet de plus en plus présent. Et donc, même si y a un peu un green bashing voilà, qu'on peut vivre en ce moment, je pense que ça ne remet pas vraiment en question la nécessité de faire cette transition et je pense que la plupart des acteurs de l'immobilier ont bien conscience que cette transition, elle est indispensable. Alors elle est compliquée, cette période de transition est compliquée parce qu'il faut trouver des équations économiques qui fonctionnent entre voilà, ces objectifs ambitieux, environnementaux et puis des bilans d'opérations qui doivent tourner. Donc c'est toujours une période, la transition est toujours inconfortable, hein, mais je pense que le secteur est en marche et je suis assez optimiste sur le fait que cette marche, elle se poursuive et les exigences de la réglementation nous aident aussi à maintenir le rythme et j'espère qu'on le maintiendra même pour arriver aux objectifs de neutralité carbone à 2050. Et voilà, il faudra y mettre de l'énergie. Réglementation contraignante, mais à la fois nécessaire. Absolument, ouais. Merci de votre éclairage. Christine, c'était un plaisir de vous écouter. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous très vite sur immoweek.fr.